Terminé, c'est terminé. Game of Thrones est terminé, du moins sa version série. C'est ce que nous allons parler ce soir, ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle vous le regardez, du dernier épisode de Game of Thrones, du moins dans sa version série. Je suis Magnus, moi, et ce soir donc, nous parlons de la fin de Game of Thrones et de ce que nous a fait vivre cette épique saga télévisuelle. Le 6e épisode est un épisode plutôt lent. Il n'y a pas d'action énormément. On y voit des choses vraiment intéressantes et surtout c'est la conclusion, comme dit plusieurs fois avant. Et c'est une conclusion qui nous permet de voir comment ça pourrait repartir sur d'autres bases dans un autre temps, ou quand HBO sera dans la dèche dans une dizaine d'années et qu'ils auront besoin de refaire de l'argent, tout simplement. C'est vraiment un épisode de conclusion, et pour tous ceux qui ont critiqué avant les autres épisodes, qui ne les ont pas appréciés, très franchement, tout prend son sens dans le dernier épisode et tout est expliqué. On peut pas tout le temps finir une histoire comme on le souhaite. Quelle que soit la série, quel que soit le livre, vous aurez des gens qui seront déçus de la fin. Finir, c'est quasiment aussi difficile, voire plus compliqué que commencer. Et donc, commençons le début de la fin. Donc, nous retournons à King's Landing pour y voir le champ de désolation. Franchement, j'avais déjà évoqué l'iconographie de la Deuxième Guerre mondiale dans l'épisode d'avant. Là, on a l'impression que c'est Hiroshima, c'est encore pire, quoi. Vraiment, on a l'impression que c'est Hiroshima, et on se rend compte rapidement que les réalisateurs ont choisi tous les codes fascistes. C'est-à-dire que sur le blanc neige cendre, voir les Immaculés en noir, clairement, ça vous fait penser au Troisième Reich. L'allée qui est faite avec les Immaculés et le château rouge et Daenerys tout en noir qui sort, c'est pareil, c'est très Troisième Reich aussi. Là, si vous avez toujours pas compris que Daenerys est hors sol et qu'elle est devenue méchante, bien qu'elle soit toujours munie de bonnes intentions, franchement, vous n'avez rien compris au film, au message, à la série, et ça sera d'ailleurs réexpliqué par d'autres personnages. Pour mieux rentrer dans la psychologie sans doute de Jon Snow, bien qu'on n'ait pas forcément besoin de rentrer dedans puisque nous voyons tous les dégâts aussi nous-mêmes, on le voit parcourir la cité pour aller voir Daenerys et notamment voir Vergris exécuter des soldats qui s'étaient rendus en disant que tous les ennemis de la Khaleesi devaient mourir. Quand Daenerys, du haut du château rouge, là, de la forteresse rouge, fait son speech à ses troupes, c'est clairement un speech guerrier. Elle n'a pas fini de libérer Westeros. Donc les conquêtes vont continuer, les Dothraki sont très contents, ils lèvent leur épée, ils sont à cheval. C'est vraiment tout sauf un discours de paix. Et à ce moment-là, il se sent pas bien, Jon Snow, ça se voit. Mais Tyrion, qui venait de marcher dans les décombres pour retrouver le corps de son frère et de sa sœur sans vie, démissionne de la poste de main de la reine, en jetant le truc devant tout le monde, et alors que celle-ci sait qu'il a libéré son frère. Et d'ailleurs, l'échange est assez vif, parce que dit vous m'avez trahi, vous avez libéré votre frère, et vous avez slaughtered une cité, quoi. Vous l'avez fauché, vous avez massacré toute une ville. Et donc, il doit aller en prison pour cela, puisque Daenerys ne supporte plus la contradiction, ne croit plus en ses soutiens qu'il en soit quitté, soit trahi. Et en ce sens, maintenant que j'y réfléchis, elle peut nous faire un peu penser à Néron ou Caligula, dans le sens où eux aussi ont perdu leur famille, qui ont soit trahi, soit sont morts trop tôt. Elle a elle aussi grandi dans la peur, comme c'était le cas par exemple de Caligula, qui était à la merci de Tiberius, je crois, comme ou je sais pas si c'était Tiberius ou Tibère comme il est dit, mais voilà, donc elle aussi elle avait vécu comme ça, et donc on a un personnage
qui se croit divin lui aussi, en l'occurrence, bon, pas divin, mais éclairé d'un destin exceptionnel et savoir qu'est-ce qui fait le bien et le mal. Et en fait, nous avons un personnage complet qui, de bonne foi, fait juste le mal, ou du moins qui s'est convaincu qu'elle faisait le bien et que c'était du long game. On va pas faire un parallèle avec Thanos qui swap la moitié d'une population de l'univers pour le sauver, mais voilà. C'est exactement comme cela. Et quand Jon Snow s'entretient du coup avec un Tyrion captif, Tyrion lui demande si lui, il aurait brûlé la ville avec son dragon, si lui aurait massacré des innocents. Et Jon Snow lui répond qu'il ne sait pas, mais Tyrion lui dit non, mais clairement tu sais, mais tu veux pas trahir. Et en fait, je pense que ce qui a vraiment fait plusieurs déclenchements dans la tête de Jon Snow, c'est le fait de dire mais est-ce que tu penses que tes sisters, que tes sœurs plieront le genou devant Daenerys? Et il connaît la réponse, il sait que c'est non, parce que Arya pliera le genou devant personne, Sansa ne le pliera pas devant Daenerys. Et le problème, c'est que ceux qui ploient pas le genou, ils brûlent, tout simplement. Et donc, on est à la moitié de l'épisode. Hein. Tout le reste, c'était la mise en scène. Enfin, pas la moitié. On est à 25 minutes, 30 minutes. Il reste encore, du coup, 50 minutes. J'ai toujours l'habitude de me baser à 25, c'est le premier faisait 50. En fait, là, il va voir Daenerys à côté du trône de fer. Et que lui dit, voilà, c'est sa reine. Il l'aime, elle sera toujours sa reine. Et ce qui est assez. Ce qui là, vraiment, à mon avis, déclenche le geste de Jon Snow, c'est quand il dit qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Elle dit je suis jamais trompé, je sais ce qui est le bien pour tout le monde. Et si les autres personnes estiment que c'est pas le bien, c'est la question que pose Jon, ou n'apprécient pas, ou ne veulent pas. Elle peut leur liberté. Et là, elle dit mais ils n'ont pas à juger, ils n'ont pas leur mot à dire, tu vois. Et là, clairement, il s'est il s'est vu servir un tyran qui a brûlé toute une ville, génocidé une ville. Parce que, rappelle, Port-Royal, c'est presque 1 million, enfin, le King Landing, c'est 1 million d'habitants, quoi. Elle a cramé 1 million d'habitants. Et c'est ce que disait aussi Tyrion dans son speech pour revenir à ça, le speech dans la séquence d'avant, dans son speech à Jon Snow, c'est que son frère, sa sœur, son père étaient des criminels et des meurtriers. Et tant bien même en empilant tous les gens qu'ils ont assassinés, fait assassiner, y compris durant des guerres, ils n'arrivent pas à ce que vient de faire Daenerys en une journée. En termes d'atrocité, ils ne viennent pas d'accomplir ce que Daenerys a fait en une journée. Donc à ce moment-là, Jon Snow sort son épée et embroche Dany, alors qu'il est en train de l'embrasser, et il la tue. Le dragon, donc Saigon, se ramène, il est pas très content, mais en fait, il va juste cramer le trône de fer. Donc, si ce trône était forgé avec des souffles de dragon, vu ce que fait un souffle de dragon, je me demande si c'était pas un petit dragon qui a forgé le trône. Mais voilà, le trône est détruit, il n'a plus lieu d'être puisque Daenerys ne peut plus l'avoir. Et donc, la question qui montera sur le trône de fer, tout le monde avait perdu. Parce que Daenerys, il montait, même pas eu le temps de s'asseoir, il me semble. Si, assis, c'est peut-être assis. Je sais plus, ça a duré genre 30 secondes. On a eu le temps de toucher le pommeau et de voir. De toute façon, qu'il soit assis ou qu'il soit pas assis, ça n'a pas duré longtemps. Et ça n'a servi à rien. Et l'objet de convoitise de tout le monde a été détruit. Et c'est pas plus mal, puisque ça permettra après de repartir sur de nouvelles règles et de nouvelles bases. Bien évidemment, la trahison de Jon Snow ne restera pas impunie et Tyrion continuera à attendre son procès, ce qui permet une petite ellipse, puisqu'on voit un Tyrion avec une plus grosse barbe, et Tyrion est amené par Vergris devant un conseil de nobles de Westeros, parmi lesquels on revoit la reine des Fernets, le chef du Val et tout un tas d'autres seigneurs dont l'oncle de Sansa,
le cousin de... Non, c'est l'oncle de Sansa, ouais, c'est le cousin de Jon Snow, enfin, Jon Snow, quand on pensait qu'il était frère, mais le cousin de Robert. Non, 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 dans ce cas, non, c'est le frère de... C'est le frère de sa mère, alors. Ouais, c'est ça. C'est celui qui devait se marier lors du Red Wedding là, pour pouvoir, euh, pour pouvoir sauver l'Alliance et qui ne l'a pas fait. Enfin, du coup, ça l'a pas sauvé puisque le l'hôte avait déjà fait son idée de comment allait se dérouler tout ceci. Toujours est-il que voilà, il y a tout en fait les pères du royaume, je dirais, ceux qui restent, pas encore tout à fait les nouveaux. On voit Gendry effectivement pour les Baratheon, mais on voit Sir Davos qui n'a pas son mot à dire, et nous voyons Bran qui a été rajeuni, donc tous les Stark sont là, les survivants des autres familles. Et en fait, ils sont là, ils ont demandé à exiger, ils ont exigé à avoir les deux prisonniers, c'est-à-dire Jon Snow et Tyrion. Et Vergris n'a rapporté que Tyrion parce que Jon Snow, c'est eux qui doivent le juger, quoi. Et en fait, tout de suite la tension monte parce que Sansa dit non mais vous êtes entouré par une armée de Nordiques, des milliers de Nordiques, qui vont vous demander ce que vous avez fait à leur roi. Et ça va mal se passer. Et de l'autre côté, les Immaculés, l'autre, il répond que les Immaculés sont prêts à l'attendre et à se battre dans les ruines. Et à ce moment-là, il y a Ser Davos qui dit bon, écoutez, on va pas s'entretuer, ça fait longtemps qu'on fait la guerre, c'est stupide, on va pas continuer à s'entretuer. Écoutez, établissez-vous à Port-Royal et rendez-nous les deux autres, quoi. C'est maintenant, vous avez traversé tout ça, vous avez vaincu la mort, on vous est très reconnaissant, établissez-vous à Port-Royal. Bon, on va faire main basse sur le fait que vous avez rasé, tué tout le monde, mais allez-y. Et ce que répond Vergris, c'est qu'on ne veut pas d'une récompense, on veut la justice. Ce à quoi désapprouve un peu Tyrion, parce que voilà, le sens de justice est un peu personnel, et Vergris lui dit de se taire, et qu'il a assez parlé, et que personne ne l'écoute. Et comme il dit lui-même, Tyrion a dit personne ne m'écoute, et jusque-là, on s'en est très bien sorti. Sarcasme, mêlé de mélancolie. Et à ce moment-là, Tyrion leur propose de pour pouvoir trancher le débat. Il dit c'est simple, si vous voulez trancher le débat et savoir comment me juger et juger Jon Snow, vous n'avez qu'à choisir un roi. Et donc les gens sont là, sont en mode mais on fait ça comment, enfin on n'a personne. Et puis l'autre il dit mais vous êtes les seigneurs les plus importants de Winterfell, donc du coup vous allez choisir votre roi, quoi. C'est aussi simple que ça. On revient à l'oncle, donc celui qui s'était marié lors du Red Wedding de Sansa, parce que lui, bien évidemment, il se dit j'ai fait de guerre, j'ai fait de machin, il veut se présenter devant. Et Sansa a dit rasseyez-vous, mon oncle. Et c'était pathétique, parce que genre tout le monde a dit, il était là en train de regarder en disant fais ce que te dit ta reine ou ta nièce. Et en fait, quand il essaie de se rasseoir, son épée tape un poteau et enfin, genre, c'est pathétique, mais la manière dont il se rassoit. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'acteur soit revenu du coup dans cette saison-là juste pour tourner cette scène-là. C'est un peu un souci de détail. Et pareil pour le gamin qui jouait du coup le cousin de Sansa. Pareil, lui il est revenu, il a grandi, il est revenu juste pour cette scène. C'est plutôt cool. Derrière ça, Sam propose une réforme plutôt intéressante et qui aurait mérité d'être mise en place, puisque, étant moi-même un parfait républicain, j'y crois dur comme fer. Il a dit, puisqu'on est en train de décider de l'avenir de tout le monde, laissons tout le monde décider, et pas seulement les grandes maisons. À ce moment-là, tous les nobles, après un petit silence, se mettent à rigoler, en disant, pourquoi pas faire voter les chiens aussi, ce qui est très très drôle en soi. Et Tyrion apporte son concours et dit qu'est-ce qui pourrait désigner un bon roi, enfin le désigner bien. Et il dit au-delà du courage, au-delà des qualités, au-delà de l'héritage au trône, ce qui fait un bon roi, un roi légitime, c'est aussi l'histoire. Et c'est là où il propose le nom de Bran. Et là, peu de gens, à mon avis, avaient parié sur Bran pour monter sur le trône à la fin. Alors rappelle, le trône de fer est détruit, mais on s'en fiche. Et en fait, c'est ça, c'est que Bran est proposé par Tyrion. Il dit vous ne voulez pas le pouvoir, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais c'est Bran le brisé. Il a perdu l'usage de ses membres, il ne pouvait plus marcher, il s'est mis à voler.
Et effectivement, maintenant il est à corneille à trois yeux. Il est la mémoire de tous les hommes. Qui mieux que lui pour pouvoir devenir le nouveau roi. À ce moment-là, il y a Sansa qui dit oui, mais il pourra pas avoir d'enfant. Et puis Tyrion dit c'est pas plus mal parce que vous êtes bien placé pour savoir que les enfants de rois font n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il dit que ce qui serait bien, c'est qu'on change les choses et qu'à partir de maintenant, les nouveaux rois soient élus. Euh, Tous ne sont pas d'accord, mais le premier à être d'accord. Il me semble que c'est Sam, oui. C'est Sam qui se lève en premier, qui dit pour Bran, et tous les autres vont le suivre ensuite. Tous sauf Sansa qui dit bah, je t'aime petit frère, mais le Nord va rester indépendant. Parce qu'on a trop souffert et qu'on a trop servi de larbin à tout le monde. Et donc il accepte, et Bran devient donc le roi des 6 royaumes, le Nord redevenant indépendant et donc passant sous l'autorité de Sansa. De ce côté-là, le procès donc se continue, c'est-à-dire que maintenant ils ont un roi, il va pouvoir juger, et le roi Bran décide donc de nommer Tyrion sa main du roi. Alors Vergil n'est pas du tout content. Et il dit ce gars-là doit être puni. Et là tu dis bah c'est ce qu'il est déjà, puisqu'il s'en veut toute sa vie ce qu'il a fait. Et il passera sa vie à nettoyer le bordel qu'il a mis. Donc pour lui, ça lui paraît une bonne décision. Le procès s'arrête et nous allons voir Jon Snow et c'est Tyrion qui va lui expliquer sa sentence. Pour faire simple, Jon Snow est redevenu garde de la nuit. Est-ce que ce truc-là a encore vocation à exister? J'ai envie de dire pas tellement. Et quelque part, ça se comprend qu'il est nommé là. Puisque du coup, il va aller avec les Wildlings. Donc effectivement, certes, ceux qui avaient pensé qu'il allait à la fin avec les Wildlings ont raison. Il retrouve son chien Ghost. Et il part dans le nord pour être, on va dire, complètement heureux. Et là, on va voir un final où on voit tous les personnages majeurs, ce qu'ils deviennent et comment cela se passe. On voit effectivement Bronn, qui est devenu chef de Highgarden, et on voit le nouveau conseil de la main du roi. Nous savons que le dragon... Non, c'était pas Aegon, c'était Drogo. Bran se dit bah voilà, moi je vais me charger, je vais essayer de le trouver. Vous continuez la main à se faire le royaume, le gérer comme il doit être géré. Donc on voit dans une séquence c'est un peu surréaliste parce que Bran joue à être noble et en fait ils jouent tous à être noble et à faire le conseil du roi le plus crédible possible, mais on voit qu'ils sont tous animés de bonnes intentions et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on voit qu'un gros chapitre sanglant vient de se terminer, que des arcs de rédemption se sont terminés et que maintenant pour un meilleur futur tout le monde s'est mis autour de la table et fait la paix. Et en fait, on voit tout le monde dans son nouveau projet et on ne doute pas à la fin que oui, ces 6 royaumes plus le nord vont être au moins en paix pendant une dizaine voire une vingtaine d'années. Ce qui va poser problème, c'est quand tous ces gens-là qui se sont soudés en se battant contre la mort, qui se sont soudés en renversant Cersei et les Lannister, ce qui se passera, c'est quand ces gens-là auront des enfants ou des petits-enfants et qui se refoutront sur la gueule. C'est un peu l'histoire de pas mal de civilisations, de dynasties, de régimes politiques. La Rome antique en est un bel exemple. Hein. Toutes les familles initialement sont un peu liées les unes aux autres, et puis dès que Rome commence à être riche, y a eu toutes les guerres civiles avec Marius et Sylla, César et Pompée. Ensuite Auguste et Marc-Antoine, et après, même quand ils étaient dans la famille royale, de sang royal, enfin impérial en l'occurrence, en 2 générations, chacun jouait déjà toutes ses billes. Donc ce que vous montre Crusader King, le 2, où vous pouvez contrôler toute votre famille, parce que même ça, non, au bout de 2 générations, c'est le bordel, et tout le monde se rebat les uns contre les autres, et les Targaryens avaient quelque part réussi à protéger leur pouvoir, un peu comme les Égyptiens, en se mariant entre eux, et surtout en se mariant stratégiquement de manière satellite avec des gens des autres familles. Mais le but était
que tous les Targaryens soient au même endroit pour pouvoir garder la famille homogène. Ce qui d'ailleurs se retourne contre eux, puisque quasiment tout le monde est massacré au même endroit à la fin. Mais voilà, on a cette fin-là, et c'est plutôt une fin logique et une belle fin. Voilà. On a aussi Breen dans cette fin-là qui réécrit le livre de la page dans le livre de Jaime, puisqu'il avait quasiment rien comme au fait, et donc on écrit tous ses hauts faits. C'est elle maintenant la chef de la garde royale. Donc un accomplissement pour elle et pour Sir Podrick qui l'accompagne maintenant. Donc à la suite de cette fin, il y a quand même une question qu'on peut encore se poser, outre le fait, ce que je viens de dire, que voilà, ça se rebattra sur le coin de la tête dans 20 ans, ou 40 au pire, mais c'est à peu près certain. Mais une question, c'est du coup, quels yeux bleus doit fermer Arya? Et ça laisse entrevoir le fait qu'elle a des aventures encore à vivre, puisque d'ailleurs à la fin elle dit mais qu'est-ce qu'il y a à ouest de Westeros? Et donc elle prend un bateau aux exécutions de la famille Stark, et elle va dans cette direction-là. Donc on sait que Arya va encore vivre de grandes aventures. On ne sait pas lesquelles, et quelque part c'est pas étonnant. Enfin, c'est pas étonnant et c'est pas forcément intéressant, ça laisse à tout le monde le loisir d'imaginer, et surtout c'est pas souhaitable qu'on ait un spin-off là-dessus. Ça ne serait pas intéressant. Après, moi, ça permet à chacun d'imaginer ce qui passerait. Moi, personnellement, j'imaginerais bien que son navire fait naufrage et qu'elle soit c'est Sosoros, le continent du Sud. Enfin bon, c'est un personnel et ça n'a pas forcément d'intérêt. Pour maintenant, ce qui était de toute la série, Tyrion avait fait le speech avec Jon Snow, mais c'est vrai que le personnage de Daenerys, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens étaient emballés par le personnage. C'est un personnage qui a une belle histoire, et une belle histoire, ça vend bien. Mais comme l'a dit Tyrion, alors lui s'en est pas rendu compte au moment, mais après il était dans le feu de l'action, il voulait croire en quelque chose. Mais quand elle brûlait des gens qui étaient méchants, ben on l'applaudissait parce que hey, les gens sont méchants, c'est des salauds, un peu comme quand les États-Unis sont allés taper du nazi. Il y a très peu d'objections à faire à aller tuer du nazi, tu vois. Mais le truc, c'est que son jugement a toujours été brutal, instinctif, irréfléchi, ça a toujours été impulsif. Et ses conseillers ont réussi pendant longtemps à la canaliser jusqu'à temps qu'elle se sente trahie par certains ou abandonnée par certains. Qu'elle commence à avoir elle-même de la paranoïa, et d'ailleurs comme un peu Caligula en fait, et qu'elle soit elle-même du coup suspicieuse envers son monde, et qu'elle pense être la seule à avoir la solution de tous les problèmes. Et donc du coup, le développement de ce personnage-là, en arriver là, ce qu'elle est aujourd'hui, et que des fans pleurent parce qu'ils ont appelé leur fille Daenerys, ou Khaleesi. S'ils ont appelé Khaleesi, quelque part c'est un titre, donc c'est comme s'ils l'avaient appelée princesse, ce qui est un peu triste, mais parce que princesse c'est plus un nom que tu donnerais aujourd'hui à un chien ou à un chat. Mais non, le truc c'est que le développement du personnage est cohérent, et c'est là le problème avec les libérateurs ou les personnes providentielles, c'est que on les applaudit quand elles font des choses bien, mais font-elles des choses bien pour une bonne raison? C'est comme quand vous étiez au lycée et que vous tapiez une sale note en physique alors que vous trouviez le résultat. Ce qui importe, c'est pas d'avoir le résultat, ce qui importe, c'est la manière. C'est comment est-ce que vous arrivez à ce résultat. Parce que si vous avez la manière, même si vous échouez sur le résultat dans un certain temps, on sait que vous allez construire ce résultat de manière logique, de manière réfléchie, qu'il y a des tenants et des aboutissants partout. Et pour Daenerys, ça n'a jamais été le cas, mais on voulait voir l'héroïne qui va sauver tout le monde, et youhou. Et en fait, non. Et la plupart des gens se sont trompés. Personnellement, pour la raison que j'ai dit, ça n'a pas été mon personnage préféré. Ensuite, je n'aime pas les dragons. Je suis très content dans Dragon Age et dans Skyrim de faucher les dragons. Enfin,
Voilà, c'est des créatures mythologiques et t'as pas envie d'en avoir en face de toi, donc voilà. Donner 3 dragons, c'était déjà abusé, et la manière dont elle les a gérés parfois, c'était complètement n'importe quoi. Toujours est-il que je dirais que pour cette série, ce qui était important, c'est ce que nous a apporté les personnages. C'est vraiment toutes les leçons de vie de chacun. Bran, qui était d'ailleurs le point de vue dans le livre, dans son chapitre, au tout début, dans le premier livre, Bran, par exemple, c'est vraiment une leçon de vie sur trouver un autre chemin, savoir trouver sa voie, et qu'un handicap n'est pas un problème dans la vie. Bon, pas un problème pour nous empêcher, qui nous empêcherait d'achever de grandes choses, qui nous empêcherait d'accomplir des choses dans sa vie. Voilà, être handicapé ne signifie pas que cela s'arrête. Ça, c'est une grande leçon. Nous avons des leçons pour pas mal de personnages, que le savoir est important pour le pouvoir. C'était le cas de Varys et de Littlefinger. Que la loyauté et le sens du devoir peuvent être des choses importantes au bien de tous, au service de tous. C'était le cas de Jon Snow. Jon Snow qui franchement, il est pas, enfin, si, il est mort une fois. Le type, il a tout eu, quoi. C'est les 2 femmes qu'il aime, il est obligé de les tuer les 2. Bon, il y en a une, c'est un gamin qui devra exécuter ensuite, qui le tue pour elle, pour lui, qui la tue elle pour lui. Mais il doit sacrifier 2 fois ses amours au nom de l'intérêt général. Il meurt une fois au nom de l'intérêt général, et voilà, le gars, il a toujours fait ce qui était juste. Et c'est incroyable d'avoir un gars comme ça qui a toujours fait ce qui est juste et qui est toujours en vie à la fin de la série. Mais voilà, il importe ce qu'est la loyauté, ce qu'est la justice, ce qui doit être fait. Dans le même cadre de la justice, il y a Jaime Lannister, parce que même si c'est fourvoyé avec sa sœur, c'est le gars qui a tué le Mad King pour éviter qu'1 million de personnes meurent, quoi. C'est un Kingslayer et il a évité un massacre. Alors que c'est un monstre, alors que dans la première saison, on peut le voir quand il essaie de piéger Ned Stark, ou quand il fait d'autres batailles, ou quand il tue son cousin. Pour revoir Cersei, ce gars était capable d'être un monstre, mais il avait initialement le devoir. Et c'est peut-être la désillusion après avoir tué le Mad King, entre le devoir et entre l'honneur, et ce qui doit être fait. C'est ça qui a fait ce personnage qui était arrogant, qu'on n'avait rien à branler pendant la majorité du show, et qui redécouvre cela, l'honneur et la loyauté, avec un arc de rédemption qui se symbolise par Brynn. Et c'est vrai qu'à la fin, même s'il quitte Brynn, il lui brise le cœur pour aller voir sa sœur, c'est par loyauté, et c'est pour éviter qu'elle se fasse tuer. Et malgré tout, c'est un geste qui l'honore. Malgré toutes les horreurs qu'il a pu faire, il a trouvé un arc de rédemption, et à la fin, je sais pas comment fonctionne l'autre monde, s'il existe dans cet univers-là, mais à la fin, clairement, il est un homme assez honnête, et peut-être plus honnête que Daenerys. À sa façon, on a Cersei qui montre effectivement tout ce que l'on peut faire au nom de sa famille, ce qu'on peut faire pour protéger les siens. Nous avons Ned Stark qui, comme Jon Snow, est la droiture, mais c'est la droiture encore poussée plus loin, avec notamment quand il protège Jon Snow gamin. C'est l'honneur quitte à prendre le déshonneur pour protéger un innocent, quoi. Dans cette mesure-là, il est comme notre ami Jaime Lannister, quoi. Il a vraiment fait ce qui devait être fait, et pour le bien. Alors là, en l'occurrence, d'une personne innocente, mais pour le bien d'innocent, quitte à en pâtir lui-même. Pour ce qui est d'autres personnages, effectivement, Tyrion a prouvé que la sagesse et l'esprit étaient des choses importantes, et que vous pouvez aller contre ce qui vous a été envoyé par le destin, et accomplir votre voie tout de même, et accomplir et avoir une place dans ce monde, et que la différence est une force,
et pas une faiblesse. C'est un peu le cas aussi de Breen, que la différence est une force et pas une faiblesse. Sansa vous montrera que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alors ça c'est complètement une phrase stupide en règle générale, parce que ça ne vous tue pas quand vous avez une volonté et quand vous avez une force, que soit vous avez travaillé, soit qui était en vous et que vous ne saviez pas. Et Sansa a appris lentement, Sansa s'est longtemps laissé porter, mais elle ne s'est jamais laissée couler et elle est devenue une personne incroyable. Et elle a pu survivre notamment à ce que lui a fait Bolton parce que elle avait acquis cette force, parce qu'elle était devenue cette personne d'une force assez importante. Arya vous montrera que c'est des fois en mettant sa fierté de côté qu'on accomplit de grandes choses, en devenant personne que l'on devient la personne la plus importante du game. Et je dirais pour Sam, effectivement, que vous pouvez toujours être un héros à votre manière et aider les gens avec vos outils. Et lui, c'était le savoir et la science. On pourrait passer comme ça sur pas mal de personnages. Toujours est-il que voilà, c'est un show qui a montré énormément d'aspects de l'humanité. C'est ça que j'aime bien moi dans la fantasy ou dans la science-fiction, c'est partir sur une histoire pour trouver une vérité, qui est un prétexte pour trouver une vérité ou pour réfléchir sur la nature humaine. Et c'est ce qu'a fait, ce show avec brio pendant de longues années. La saison 6 et la saison 7 étaient courtes. La saison 7, c'est donc 8 épisodes. La 6, c'était 6. Et très franchement, ça aurait pu être allongé parce que le tournant de Dany, pour certains, a paru trop rapide. Moi, je l'ai apprécié, mais c'est vrai que si, avant qu'elle se mette à tout brûler, on lui a fait un autre flashback, comment elle a fait, enfin, pas un flashback, mais parce que les réalisateurs n'en voulaient pas, on va pas faire de trucs ralentis en noir et blanc, mais elle aurait pu refaire l'image qu'elle avait eue avec Drogo, son hallucination là, avec Drogo sous la tente. Mais là, on aurait pu voir Drogo, on aurait pu voir son ami qui s'est fait décapiter, Missandei, on aurait pu voir aussi ces dragons, et en fait, on aurait pu les voir marcher, s'éloigner au loin dans le désert et disparaître avec les sables. Et en fait, on aurait eu cette vision-là, on aurait compris de manière logique toute la tuerie quoi, qui se passe ensuite. Pas mal de gens l'auraient peut-être mieux accepté, même si des gens sur le défaut refusent que oh mais Dany c'était la gentille, non, ça n'a jamais été la gentille. Quelqu'un qui se croit avoir un destin, méfiez-vous. Mais voilà, ça a été quelque chose à suivre. Indéniablement, il y aura un avant, il y aura un après. Il y a déjà des articles qui sont dans le mode qui est le prochain Game of Thrones, qui est machin. Game of Thrones, pour la plupart des gens, ça s'est apparu sur la map quand même à partir de la saison 2. Pas mal de gens avaient lu les bouquins, pas mal de gens avaient aimé le truc. La saison 1 a commencé à faire briller aux États-Unis, notamment quand t'as Sean Bean dans ton casting, mais c'est à partir de la saison 2 où ça a vraiment commencé à briller de manière mondiale. Donc chercher là tout de suite un nouveau Game of Thrones, ou même essayer de produire quelque chose qui serait un nouveau Game of Thrones, serait pas nécessairement intelligent / intéressant. Après, pour ce qui est des showrunners, est-ce qu'ils ont fait une bonne adaptation ou pas du bouquin? Déjà, je peux pas vous dire parce que je n'ai pas lu tous les livres. J'ai commencé le premier et j'ai pas eu le courage à l'époque de le terminer. Je l'ai pris en anglais classique, enfin. Ils utilisent des mots de langue classique et des mots moyenâgeux, donc c'est un enfer à les lire en anglais et à aller rechercher toutes les 2 secondes des mots dans le dictionnaire. Toujours est-il que si je fais le parallèle avec d'autres bouquins qui ont été adaptés, notamment en film, si je prends Le Seigneur des Anneaux ou alors Jurassic Park, une bonne adaptation n'est pas une transcription fidèle. C'est un peu le cas d'ailleurs sur Harry Potter, qui est une bonne adaptation, mais une bonne adaptation n'est pas une transcription fidèle. Et le problème, c'est quand on est lecteur d'un bouquin, c'est qu'on veut que tous les trucs soient dans le film. Que le moindre détail, que les machins. Mais les moindres détails ont besoin d'être là dans un bouquin, parce que dans un bouquin, vous avez entre 500 et pour les plus gros, 1200 pages, et que on vous construit la psychologie ou alors les motivations ou les situations sur ces 500 à 1000 pages.
le truc, dans un film, vous avez 1 heure. Et parce que vous avez 1 heure, il y a des choses que les spectateurs vont accepter. Alors des fois, notamment oui, alors sur la série, vous avez plus de temps, hein, mais des fois, les basculements, notamment, peuvent être gérés de manière mauvaise parce que sur un bouquin, ça vous paraîtra plus subtil, plus logique, et dans des films ou séries, ce sera des basculements qui vont vous choquer davantage. Pour ce qui est par exemple de Star Wars, le basculement d'Anakin définitif, le basculement définitif dans l'épisode 3, pour pas mal de gens, il venait out of nowhere. Ils étaient en mode, non, mais il est méchant parce qu'il doit devenir méchant et c'est n'importe quoi. Et Danny, là, la réflexion était un peu la même. Sauf que dans Star Wars, on voit déjà dans l'épisode d'avant qu'il a complètement pété les plombs. Donc qu'ils se remettent à péter les plombs encore plus pour sauver sa femme, c'est complètement logique. Donc, si vous avez vu le 3 et que vous avez oublié le 2, c'est dommage pour vous parce que du coup, le basculement paraît logique. Et pour Danny, c'était pareil, c'était amené. Et par rapport au bouquin, bah, effectivement, est-ce que c'est une bonne adaptation ? Moi, pour prendre un cas plus détaillé, je prendrais le cas de Jurassic Park. Entre le bouquin et le film, il y a un monde. Michael Crichton, qui a par ailleurs créé Monde Ouest, qui a été adapté maintenant en série, qui est Westworld, qui a aussi créé Urgence, quand il a écrit Jurassic Park, son bouquin, c'est un chef-d'œuvre et c'est une pépite pour les geeks, quoi. Vous avez des lignes de code, tout est expliqué, tout est justifié. Les raptors sont encore plus intelligents que dans le film, c'est abusé, mais tout est expliqué, tout est justifié. On va jusqu'à vous donner comment ce que fonctionnent les ordinateurs, les programmes, les sécurités du parc, tout est expliqué et justifié. Mais par exemple, le grand-père, Hammond, qui possède le parc, est un fiefé connard dans le bouquin. Vraiment un gros connard, qui ne pense qu'à lui. Ses petits-enfants, ils s'en battent complètement les parties génitales, on va dire. Pareil pour ce qui est de Ian Malcolm. Dans le bouquin, il meurt. Par exemple, les 2 enfants dans le bouquin, un des 2 est complètement déséquilibré parce que t'en as un qui fait du baseball, de l'informatique et qui est amoureux des dinosaures, et l'autre en fait ne sert à rien, si ce n'est qu'à se plaindre. Il y a vraiment un des 2 qui a une personnalité et l'autre qui en a pas. Voilà. Pareil pour la trahison de Nedry, elle est amenée de manière plus subtile et plus expliquée. Vous comprenez dans le bouquin, parce que vous avez le temps, que le gars a dû faire un travail impossible pour mettre des briques logicielles ensemble, parce que Engine avait protégé en faisant développer des morceaux à droite à gauche. Sauf qu'il fallait quelqu'un pour coller, et en fait, il était incapable de coller. Donc ils lui ont demandé à lui de te faire, et lui qui a dû se refaire. Donc tout est assez bien poussé. Il y a des choses qui sont vues comme dans le film, en plus large, comme par exemple les dinosaures, mais qui sont repris que dans Jurassic World. Parce que dans le bouquin, par exemple, Henry Wu, il veut ralentir les dinosaures, il veut les modifier génétiquement pour qu'ils soient plus lents, plus patos et qu'ils correspondent à la vue du public. Et le chef, là, donc Hammond, dit non. Et en fait, l'argument qu'avait Wu dans le livre, c'était que de toute façon, c'est pas des vrais dinosaures. Argument qui est repris dans Jurassic World, on vous dit que ce ne sont pas des vrais dinosaures et qu'ils avaient peut-être même des plumes. Donc du coup, ça c'est une bonne adaptation, alors qu'en fait, si vous êtes un fan rigoriste du bouquin, mais vous avez l'impression que Spielberg s'est torché avec, et pourtant c'est une très bonne adaptation. J'adore le livre, j'adore le film, parce qu'il est reparti du matériau de base, et il en a fait une version, il en a fait une œuvre cinématographique. Il s'est vraiment placé dans l'œuvre dans laquelle il allait le faire. On a la même chose avec le film Prince of Persia, Les Sables du Temps, par rapport à la trilogie des Sables du Temps. La trilogie des Sables du Temps est énorme. C'est un chef-d'œuvre de Ubisoft qui les a permis de se lancer sur la voie du succès qu'ils connaissent aujourd'hui, avec aussi à l'époque avec Splinter Cell en parallèle, mais tous les Assassin's Creed, Ghost Recon, tout ça, enfin le moteur vient de là, quoi. Mais veut dire, c'est l'adaptation est fidèle, et reprend les points clés et les transmet dans son nouveau média. Et pour ce qui est du bouquin de Game of Thrones, je ne sais pas, mais moi il me semble que la série est bonne en elle-même. Et si elle est bonne en elle-même, et que le bouquin est bon, a priori c'est une bonne variation et c'est une bonne version. Quand on est fan un peu de comics comme moi, on sait qu'il y a des choses qui sont réécrites et réécrites tout le temps. C'est le cas des comics. Vous avez 25 versions de Batman, vous avez 25 versions de Wonder Woman, vous avez, chacun a ses choses à dire, chacun a ses choses à rapporter dans la variation. Ce qui est important, c'est de trouver le matériau de base et
trouver la quintessence et de traduire cette quintessence dans votre nouveau format. Après, ce qui est plus compliqué, ce que les fans peuvent peut-être plus appréhender, c'est ce qui va se passer dans les bouquins, puisque le bouquin, lui, n'est pas fini. On va sans doute se retrouver à une situation un peu comme Full Metal Alchemist, avec d'abord Full Metal Alchemist et Brotherhood, c'est-à-dire que ils étaient obligés eux de refaire la série parce que ça ne collait pas au manga. Ils avaient dû inventer une fin et c'est ce qu'a fait le show télévisé là. Il a inventé une fin. Donc il n'y aura pas de remake de Game of Thrones pour coller à la fin de la série. Hein. C'est impossible. Par contre, effectivement, le bouquin aura certainement une fin très différente de la série. C'est certain. Ou pas du tout, hein, si les auteurs de la série ont vu juste. Après, parce que j'avais consulté et qu'il leur avait donné une fin, il a dit la fin qu'il souhaitait si jamais il mourait avant de terminer le show. Genre R.R. Martin. Donc du coup, peut-être que genre R.R. leur a donné une fin à ce moment-là et que quand il a continué à écrire, il en a vu une autre. Toujours est-il que genre R.R. a précisé qu'il ne se laisserait pas influencer par le show télé. Et c'est important qu'il le précise parce que si on revient à Harry Potter que j'ai cité avant, souvenez-vous que pour Harry Potter, il y avait ce syndrome, au fur et à mesure de l'écriture, ce syndrome que les bouquins essayaient de coller de plus en plus à des films. Vraiment. Et là, on en revient à quelle œuvre, quel type d'œuvre on est. Les bouquins Harry Potter cherchaient à ressembler au film à la fin. Clairement. Et c'est pour ça que des éléments étaient swappés très rapidement dans le dernier bouquin. On voit que le dernier bouquin avait été écrit pour faire un film. Et le passage de J.K. Rowling d'écriture de film à d'écriture de scénario de son univers est dans ce sens-là très logique. Mais le problème, c'est que du coup, la manière dont le show était mené, donc là on parle de film, tu voyais que ça influençait grandement le bouquin. Et si je lis le bouquin, c'est pas pour nécessairement voir ce que j'ai en film. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Si vous venez voir un film, c'est pour voir une adaptation d'un bouquin en film. Ça se trouve, le film sera meilleur que le bouquin. Et si j'estime que pour Jurassic Park, c'est à la hauteur, par exemple, Prince of Persia c'est à la hauteur du jeu vidéo, que bon, on est d'accord que le film Mario c'était une catastrophe par rapport au support de base, par exemple, des films comme Seul sur Mars, ou même Erist Davider, avec le retour d'Hitler, et bien les films sont bien mieux écrits, ont bien meilleure fin et ont une bien meilleure histoire que les bouquins en eux-mêmes. Parce que justement, ils sont venus avec d'autres idées qui étaient meilleures. Donc du coup, voilà, pour terminer sur cette guéguerre de est-ce que le bouquin sera meilleur, est-ce que machin, ce sera autre chose. Et les deux sont aussi bien. Ce qui sera intéressant, ce sera de voir, et je vais terminer là-dessus, pour la suite, ce qui va donner avec les préquels. Donc il y a des préquels, je crois. C'est sur la rébellion de Robert qu'il voulait faire, et une sur la conquête de Westeros. J'espère juste que ces préquels-là ne connaîtront pas le même sort que la préquelle de Battlestar Galactica, dans le remake suite, parce que c'était comment, c'était le nom de la capitale là, des 12 colonies, bon, j'en souviens plus, mais ça n'a pas d'importance. Mais j'espère juste que voilà, ils ne connaîtront pas le même sort. Et que ce sera bien pour les fans. Après, j'ai compris que les deux showrunners devraient plus trop travailler pour la HBO et la Warners, puisqu'ils vont s'occuper des prochains Star Wars. Disney les a débauchés parce qu'ils sont bons. Reste à voir ce que cela donnera dans les prochains Star Wars. En tout cas, ça donnera envie de les voir. Après, ça va dépendre de ce que Disney surtout laisse comme liberté. Et Disney n'a pas beaucoup l'habitude de laisser de la liberté, sauf quand il s'agit de trucs mineurs, genre des dessins animés ou des séries. Donc voilà, ça a été Game of Thrones, ça a été 8 longues années. Je ne compte pas les pauses et entre chaque saison. Et franchement, il y a eu un avant, il y a eu un après, et ça peut donner des idées, ça peut servir de nouvelles bases sur comment écrire des personnages, comment amener des histoires, et comment terminer ces histoires. C'est sûr que les 2 dernières saisons auraient pu être plus longues, et que peut-être on aurait pu suivre quelques personnages de plus, mais c'est facile à dire après coup.
Et c'est facile, comme c'est facile de se plaindre ou comme c'est facile de dire on a pu faire autrement. Si les gens ont fait ce qu'ils ont fait avec les budgets qu'ils ont fait, en l'occurrence, et après toutes les saisons mémorables qu'ils ont fait, on peut dire que voilà, c'était quand même tout de même les bons choix qu'ils ont menés. Ça aurait pu être plus intelligent, ça aurait pu être autrement, mais c'est les bons choix. Et surtout, vu le nombre de personnages, vu le nombre d'implications, ce qu'expliquait d'ailleurs George R. Martin, notamment le simple fait de changer l'âge de Daenerys, parce que il pouvait pas montrer une fille de 13 ans se faire violer par Khal Drogo. Tout ça, ça a eu des effets butterfly, donc des effets papillons, et donc les fans n'étaient pas contre à l'époque. Donc c'est une autre adaptation, c'est autre chose. Et effectivement, c'était compliqué de. Si vous changez un truc dans une histoire, c'est compliqué de tout réécrire. Moi, je conseillerais aux gens qui ont ce genre de conseils-là, soit de regarder Smallville, soit de regarder Stargate SG1, de prendre n'importe quel épisode qu'ils souhaitent de Smallville ou de Stargate SG1, avec ce qu'ils connaissent de l'univers, et de décider de faire un changement. Et un épisode, de faire un changement. Rajouter un nouveau personnage, changer une situation sur l'arc d'histoire principale. Et vous verrez que, alors que ces séries étaient des feuilletons où la majorité de l'épisode n'avait pas d'incidence sur la saison, juste le fait de rajouter un personnage, ou de changer un âge, ou de changer des relations entre deux personnages, peut avoir des conséquences qui sont énormes, et va vous demander de travailler pas mal sur pour pouvoir voir comment ces changements évoluent, même si c'est ce que vous faites sur les 2 dernières saisons. Donc du coup, je vous laisse imaginer sur un truc comme Game of Thrones, où là, pour le coup, tout est l'histoire principale, même les annexes sont quelque part liées au final à la principale. Je vous laisse imaginer la catastrophe que c'est si vous dites oui, mais si un tel avait survécu. Non, si un tel avait survécu, tu peux pas faire de délibération, même là après l'épisode, même avec tes potes, en 2 heures, tu n'auras pas fini de voir toutes les conséquences et tout ce qui devrait changer. Donc voilà, c'est toujours. Peut toujours se plaindre, et c'est là où c'est intéressant, moi je trouve, les fanfics, c'est qu'à la rigueur, ça vous laisse le temps de redévelopper à partir d'un morceau et de refaire quelque chose de nouveau. Donc voilà, moi j'aimerais remercier George R. Martin, HBO et les 2 showrunners pour tout ce qu'ils ont accompli avec tous les acteurs et tous les fans et tous mes potes qui m'ont fait découvrir cette série-là à l'IUT. Voilà, ça a été quelque chose. Et maintenant, on va pouvoir partir vers de nouvelles aventures comme Arya. Merci à vous, merci à vous tous. Bisous, bonne soirée et à une prochaine fois.